Eh les gars, c'est Karaté Swag 22. Gros buzz le mec. Énorme mec, ta vidéo, t'es un génie. C'était vraiment de la merde, faudrait que tu crèves. Aujourd'hui, j'ai envie de vous filmer une nouvelle vidéo sur les méchants commentaires, mais pas n'importe lesquels. Alors si vous voulez comprendre le sens de cette vidéo, regardez-la jusqu'à la fin. Alors moi, évidemment, des méchants commentaires, j'en reçois plein sur YouTube. Et surtout pour que Neo The One voit que au final mon but n'est pas d'être malveillant mais plutôt bienveillant. Parce qu'il y a des problèmes concernant les chaînes pour enfants et justement je vais en parler dans cette vidéo. Il faut se l'avouer, on adore critiquer les influenceurs. Et quoi que vous disiez ou pensiez, vous ne pourrez pas me soutenir le contraire. Pour la simple et bonne raison que j'ai accès aux différents indicateurs statistiques de ma chaîne qui convergent tous vers le fait que vous adorez les dramas, premièrement, mais aussi et surtout que lorsque je parle négativement de youtubeurs, tout le monde clique. J'irai même plus loin en disant qu'en commentaire, vous êtes souvent les premiers à reprocher aux influenceurs leur superficialité, voire même à rejeter ce système. Pourtant, je pense que ma chaîne fait partie de celles qui défendent le plus souvent les youtubeurs, notamment face à la censure ou aux différents problèmes de santé mentale par exemple. Mais on voit régulièrement sur internet fleurir toutes sortes de critiques à leur égard. J'en formule moi-même d'ailleurs assez souvent. Et au final, cette vidéo, elle est un peu complexe à faire pour moi parce que je suis dans une position qui est évidemment ambivalente puisque je peux être considéré moi-même comme influenceur, même si je considère que sur Instagram, j'ai quoi, 7000 abonnés. Bon, on comprend bien que les gens me suivent pas pour vraiment qui je suis et je pense pas que j'influence grand monde dans mon quotidien et dans mon lifestyle, mais quand même, j'ai une chaîne qui a 150 000 abonnés. Et aussi parce que je suis moi-même viewer, moi-même je parle aussi d'influenceurs, donc je suis un influenceur qui parle d'influenceurs. Et donc c'est un peu une autocritique. Tout ce que je vais dire dans ma vidéo s'applique aussi sur moi. Ne le prenez pas comme une critique en disant « Regardez, vous adorez critiquer les influenceurs, vous êtes trop nuls ». Je suis exactement pareil et d'ailleurs c'est sur moi-même que je me suis basé pour faire cette vidéo. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à le dire en commentaire, c'est fait pour ça. Et avant de plonger pleinement dans le sujet, je tiens à dire qu'on ne traitera pas ici du cyberharcèlement et des vagues de haine. C'est une problématique extrêmement importante qui touche énormément d'influenceurs et même bien plus qu'on pourrait le croire. Et quand je parle d'influenceurs, je parle aussi bien des anciens candidats de télé-réalité convertis en résidents exilés fiscaux de Dubaï que du petit créateur de contenu qui possède plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. D'ailleurs, je pense important de relever que les attaques faites aux influenceurs sont souvent concentrés envers ces mêmes influenceurs Snapchat qui font la promo de dropshipping. À tel point qu'aujourd'hui, le terme influenceur est remis en question et possède une connotation négative. Mais aujourd'hui, on va adopter une version amalgamante des influenceurs. Non pas car il s'agirait d'un groupe homogène, ce n'est pas le cas, mais parce qu'on va plus se placer du point de vue de l'audience que de celui du créateur de contenu. Et donc les mécanismes qui sont à l'œuvre ne vont pas tellement différer selon la taille ou le domaine de l'influenceur. Ici, on va se concentrer sur la critique. Pas forcément la critique constructive, mais celle qui ne débouche pas sur de la haine. Par exemple, quand quelqu'un dit que la dernière vidéo de McFly et Carlito est nulle, que Lina Situation ne méritait pas d'être invitée à Coachella, ou encore qu'il n'aime pas les petites bandes noires sur les côtés de chacune de mes vidéos. L'une des premières raisons les plus évidentes invoquées pour expliquer cette tendance à critiquer les influenceurs est la jalousie. Si vous suivez la chaîne, vous savez que je ne suis pas adepte de cette théorie. L'idée selon laquelle les critiques seraient émises par des jaloux incapables de faire ce que les autres sont parvenus à réaliser est pour moi un homme de paille. C'est une manière de rejeter en bloc toute remise en question ou critique légitime formulée à l'encontre d'une personne et ou de son travail. Pour autant, il est vrai que la vie des influenceurs crée de l'envie et de la jalousie. Ils ont, pour les plus populaires d'entre eux, un train de vie très confortable, si ce n'est luxueux, et surtout l'affiche haut et fort. En même temps, difficile de leur reprocher, c'est la raison pour laquelle ils sont suivis. Bref, ce quotidien parfait, mis en scène par le biais des stories Insta ou des TikTok, va forcément entraîner une résistance de la part d'une partie du public qui va considérer que c'est injuste, qu'ils ne méritent pas leur succès et leur réussite, et qui va donc les critiquer constamment. Chaque élément, chaque drama, chaque pas de travers servira alors de justification au propos global porté par ces gens, qui est que les influenceurs ne devraient pas avoir ce train de vie. D'ailleurs, il convient de faire une distinction, puisqu'ici on parle de jalousie, mais il s'agit d'une vulgarisation, car on devrait plutôt parler d'envie. Pour Kant, l'envie, c'est la tendance à souffrir au spectacle du bien que possèdent les autres, alors que le vôtre n'en est pas lésé. Gerhard Schwartz va même plus loin en disant que l'envieux est presque plus désireux de détruire que d'acquérir le bien d'un autre. On est donc dans une situation où le public critique à l'égard d'un influenceur ne souhaiterait pas forcément atteindre sa position, même si c'est possiblement le cas, mais surtout que ce dernier la perde. Ce qui explique également le succès des reportages et des vidéos justement autour des influenceurs qui ont disparu ou de ces célébrités qui ont perdu leur succès. On aime voir les gens tomber.
encore plus quand on les considère illégitimes à occuper la position qu'ils occupent. Donc oui, la jalousie ou l'envie peut être un facteur principal expliquant les nombreuses critiques subies par les influenceurs sur les réseaux sociaux. Mais comment expliquer que ces critiques existent avec une telle force et un tel écho? Dans l'introduction de ma précédente vidéo, que je vous invite à aller voir, j'avais mis un extrait d'une interview d'Andrew Garfield qui expliquait son problème avec la culture de la célébrité. Mais dans la même interview, il disait quelque chose que je trouvais particulièrement pertinent et intéressant. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, à côté de sa carrière au cinéma, il poursuit également une carrière en tant qu'acteur de théâtre. Il expliquait qu'il y avait une différence fondamentale dans la manière dont les gens le regardaient sur scène et sur un écran. Lorsqu'il est sur scène, même dans un rôle, les gens le trouvent plus humain, plus naturel, plus proche, alors que sur un écran, ça pousse selon lui à la glorification. Alors, mon sujet, c'est la critique, donc on va pas parler de la glorification, mais effectivement, la présence d'un écran va introduire un intermédiaire qui va être de nature à changer la relation de l'audience avec l'influenceur. J'en avais déjà parlé il y a assez longtemps, mais les études montrent que la haine se propage beaucoup plus vite sur Internet à cause de l'effet voiture. Si vous avez déjà passé plus de 3 minutes 30 sur le périph' parisien, ou que vous prenez régulièrement la voiture, vous avez dû constater une hausse globale de l'agressivité. C'est lié à la sensation d'être intouchable et d'être protégé par son pare-brise. En ligne, ça fonctionne de la même manière. D'ailleurs, en tant que youtubeur, il m'arrive de répondre aux critiques les plus virulentes de manière assez courtoise. Et très souvent, ça calme assez vite les personnes concernées. Tout simplement car lorsque je fais ça, même si l'écran demeure, la personne va être obligée de m'humaniser et de me répondre directement en sachant que je lis les messages. Parce qu'il demeure encore ce mythe selon lequel les influenceurs ne liraient pas leurs commentaires ou même ce qui se dit sur les réseaux à leur propos. Croyez-moi, c'est on ne peut plus faux. Même moi, je stalke mon espace commentaire et Twitter pour voir si des gens bitchent sur moi. Bon, malheureusement, c'est un peu vide, mais c'est parce que je suis pas connu. Tapez le nom de n'importe quel autre influenceur et vous verrez. Et il y a quelque chose qui me fait dire aussi qu'il y a particulièrement un intérêt très vif de la part de l'audience autour de la critique, ou au moins de l'analyse des influenceurs, c'est que la plupart des gens, quand ils doivent me présenter ou présenter ma chaîne YouTube, ils disent « Ah bah, ils parlent pas mal des influenceurs, de la culture, Internet, etc. » Alors qu'en fait, pas tellement. Hein. Si on regarde ma chaîne YouTube, il y a en moyenne une vidéo sur 4 qui parle d'influenceurs, ce qui fait que 75% de mon contenu n'est pas relié directement au monde de l'influence et des influenceurs. Mais simplement, déjà, c'est les vidéos qui font le plus de vues. Donc logiquement, les gens qui regardent une vidéo sur 5, dont vous faites probablement partie, regardent que les vidéos qui parlent des influenceurs, parce que c'est celles qui sont les plus aguicheuses. Et aussi parce qu'en réalité, c'est ce qu'on va retenir le plus, vu qu'on est sur YouTube. Mes vidéos, je les produis sur YouTube. Je suis entouré d'influenceurs dans mes suggestions. Je m'adresse forcément au bon public, puisque si vous êtes sur YouTube, vous avez forcément déjà été confronté à des influenceurs. Alors, même si la relation parasociale peut nous donner l'impression de connaître les influenceurs que l'on suit, ce qui va aussi nous rendre plus prompts à les critiquer, on est quand même du genre à critiquer les gens qu'on connaît et on se permet de critiquer les gens qu'on connaît parce qu'on a l'impression de les connaître, il y a quand même un écran qui va venir nous donner l'impression que l'on peut critiquer gratuitement. C'est ce qu'avait essayé de mettre en exergue le concept de vidéo avec Just Riyad qui se retrouvait confronté à ses contenteurs en temps réel. Une expérience pas inintéressante. Enfin, une autre raison qui réunit un peu les deux précédentes est le sentiment de supériorité qui va découler d'une critique d'un influenceur. On l'a vu, les influenceurs mènent un train de vie de rêve. De même, leur parole va s'imposer à nous par le biais d'un écran. Malgré les apparences, cette relation n'est pas si horizontale que ça. Les créateurs de contenu restent les prescripteurs. Actuellement, je suis le seul à avoir la parole. Et personne ne peut ni me couper ni me contredire. L'espace commentaire est bien sûr ouvert, mais son pouvoir sur les consciences est infiniment inférieur à ce que je pourrais dire. Et même en étant moins pertinent, moins précis et moins exact, ma voix porte plus que plein d'autres gens. Cette situation peut être subie comme une situation assez inconfortable en réalité. Beaucoup de gens ont l'impression que les vidéos sont un ensemble d'informations qui vont être gobées telles quelles. Critiquer le contenu et l'influenceur, c'est le mettre à distance, lui et son propos. C'est donner l'impression de se sortir de l'influence justement qu'il pourrait exercer sur nous. Quand on remet en cause son expertise, sa légitimité ou même son mérite à occuper une telle position, on se satisfait par la même occasion en se disant que finalement, il ne vaut pas mieux que nous et que lui aussi fait des erreurs. On le descend de son piédestal. Le ressort est exactement le même que pour les gens qui décryptent les publicités ou encore les discours politiques. Si Clément Viktorovitch rencontre autant de succès, c'est parce qu'il donne l'impression de permettre aux gens d'être moins perméables à la rhétorique des hommes politiques. Probablement que c'est le cas dans une certaine mesure, mais les faits restent sûrement assez limités. On connaît tous ces gens qui disent que la publicité, ça marche pas sur eux, car ils ont vu 3 vidéos d'un créatif. Dans ces cas-là, la critique va aussi servir à se valoriser. Je pense d'ailleurs que beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos sur les influenceurs fonctionnent un peu de cette manière. Il suffit de voir les commentaires, vous vous en donnez à cœur joie pour expliquer que de toute manière, les influenceurs, vous en suivez pas vraiment.
et je suis exactement pareil. Un phénomène assez étrange et pourtant de plus en plus commun va alors s'opérer. Des utilisateurs vont se marginaliser en groupe pour mieux critiquer. Je vais prendre l'exemple le plus parlant qui est sûrement celui de McFly et Carlito. Pendant un moment, ils étaient quasiment les youtubeurs numéro 1 en termes d'appréciation par les gens. Ils étaient extrêmement valorisés. Mais petit à petit, une fronde a commencé à se monter, en particulier sur Twitter. Des gens mettaient en avant leur unpopular opinion à ce sujet. Ils se sont donc mis en marge de groupes majoritaires qui apprécient le travail de McFly et Carlito et continuent à le faire, mais ils ont rapidement constitué un groupe assez important. Après, dans la critique d'influenceurs aussi, ce qui est toujours très complexe, et ça on l'a abordé beaucoup en vidéo, c'est la distinction entre l'homme et l'influenceur. Faut-il dissocier l'homme de l'influenceur ou la femme de l'influenceuse? Si jamais je dis que je déteste Lena Situation, je déteste pas Lena Situation tout simplement parce que je connais pas Lena Mafouf, je l'ai jamais rencontrée. Elle ne m'a jamais adressé la parole et je pense qu'elle ne sait même pas qui je suis, sauf peut-être qu'elle a dû voir la vidéo que j'ai faite sur son sujet, mais donc elle sait même pas qui je suis. Donc ça n'aurait aucun sens en fait de la critiquer elle et de la détester, et pourtant c'est le cas très souvent, et c'est vraiment une des dérives de la critique, même celle qui tombe pas dans la haine, elle va souvent être beaucoup dans le jugement de la personne. Beaucoup dans le oui, j'aime pas sa manière de se comporter, même parfois dans le jugement des couples, on en avait parlé, mais c'était fou, il y avait des gens qui disaient non mais ça se voit qu'ils vont pas bien ensemble. Les gens vont alors revendiquer cette marginalité et ça va devenir un sens à leur cause. En fait, ça donne l'impression d'être au-dessus de la mêlée, que tout le monde suit des influenceurs bêtement, sans recul, mais que nous avons la lumière, nous comprenons les mécanismes, et de ce fait, nous ne tombons pas dans les mêmes pièges. Le truc, c'est que c'est en grande partie faux. Même si je ne suis pas énormément d'influenceurs, personnellement, j'en suis quelques-uns, et il est hautement probable que ce soit aussi votre cas. Et oui, votre abonnement à Squeezie, ou même Hugo Décrypte sur Instagram, ça compte aussi, même s'ils ne documentent pas leur vie chaque heure ou qu'ils n'habitent pas à Dubaï. Après, entendons-nous bien, je ne dis pas qu'il est inutile de se questionner sur les ressorts de ce qui est devenu aujourd'hui une industrie et d'essayer de mettre en avant autant de distance que l'on peut de ces figures. Je préviens juste d'être vigilant, car à force d'être persuadé de ne pas subir d'influence, c'est spécifiquement là que l'on baisse la garde sans s'en rendre compte. Je vous invite alors fortement à vous questionner sur la manière dont le discours des influenceurs vous influence, y compris et même avant tout le mien. Mais si on réfléchit un peu plus loin, je pense que le fait que l'on passe autant de temps à critiquer les influenceurs est une victoire pour eux. Enfin, nous du coup. Enfin, les influenceurs, quoi. Encore une fois, je mets de côté tout ce qui est harcèlement, haine et attaque personnelle. C'est un sujet très important et grave qui n'est évidemment pas une victoire. Mais c'est pas ce dont je parle. Je parle de mes vidéos, de celles de Sir Gibbsy, Produit Internet, Louis Cazenave ou Gossip YouTube, il fut un temps. Réunir des centaines de milliers de gens autour du sujet de l'influence et des influenceurs, c'est la preuve qu'il s'agit d'un vrai thème de discussion et de réflexion pour toute une partie de la population. Ça montre que les influenceurs ont désormais une place centrale dans la vie quotidienne de millions de gens qui souhaitent comprendre pourquoi et comment. Cette quête de légitimité dont on ne cesse de parler ici trouve peut-être une partie de sa réponse dans ce mouvement de critique. À quoi bon réfléchir et analyser un phénomène qui ne représenterait rien pour les gens? Au même titre que des émissions comme Touche pas à mon poste, se revendiquer comme des émissions télé parlant de la télé, désormais on a des influenceurs à propos des influenceurs. Et même si ces derniers pointent du doigt les dérives du système et remettent parfois en cause la légitimité individuelle de certains, ils participent justement à la légitimation du système global. Les personnes qui critiquent les influenceurs sur les réseaux sociaux démontrent bien l'importance que ces derniers ont pris dans notre quotidien, et ceux qui, comme moi, ont fait de la critique d'influenceurs une pratique encadrée démontrent bien la légitimation dont ils bénéficient. On l'a donc vu, la critique des influenceurs repose sur différents facteurs, aussi bien une part d'envie, la relation à la fois proche et distante qu'on entretient avec eux, une volonté d'affirmer sa supériorité intellectuelle, qui vont contre-intuitivement mettre en évidence la place importante des créateurs de contenu dans nos vies. Aussi, il y a quelque chose qui est très intéressant avec la critique des influenceurs. 80% du temps, quand je vois une critique négative sous une de mes vidéos, en fait c'est quelqu'un qui a mal compris ce que j'ai voulu dire. Et ça ne veut pas dire que c'est de sa faute, que cette personne ne comprend rien, c'est aussi moi qui probablement ai mal communiqué ce que je voulais dire. Mais il y a quelque chose de très frustrant où en fait très souvent les gens me disent ah oui mais je suis pas d'accord, moi je pense que ça. Et je suis en mode bah oui. On a été habitué à une société qui communiquent par le biais de communicants, de professionnels de la communication, qui vont faire attention à chaque message. Et donc forcément, ça va aussi introduire des biais, des petites erreurs, des petites formulations qui vont forcément être mal prises, détournées, ça Internet adore, sortir de son contexte, et donc pousser plus facilement à la critique que pour une star lambda qui aurait un discours extrêmement calibré en interview et qui serait très difficile de critiquer parce qu'en réalité, elle va ne faire que répéter ce qu'un professionnel de la communication lui a dit de dire.
Alors, la prochaine fois que vous souhaitez critiquer un influenceur, pensez bien à ces biais et demandez-vous si vous n'êtes pas en train de tomber dedans. Si tel n'est pas le cas, il me paraît important de continuer à garder un œil critique sur ce phénomène trop ignoré des journalistes ou autres personnes analysant l'actualité. Certains font du très bon travail, je les ai déjà cités, mais ils restent peu nombreux face à l'ampleur du phénomène. Aussi, les critiques de youtubeurs, à l'image de Sirkipzy, Produit Internet, Antox Colaboy ou Gossip YouTube, sont trop souvent résumés à des youtubeurs drama qui cherchent le clash ou le buzz. On les compare à l'influenceur dont ils parlent, et on les voit plutôt comme une forme de guerre fratricide que comme un avis objectif et possiblement éclairé. Après, c'est aussi cette rivalité fantasmée qui crée un engouement autour de nos vidéos. Les gens rêvent de voir un youtubeur en tacler un autre. Mais ça détourne aussi de son concept initial, la démarche de remise en question du monde de l'influence. Bref, continuez à garder un œil éveillé et critique, sans haine ni jalousie sur le monde de l'influence. Et méfiez-vous des influenceurs, encore plus de ceux qui vous disent de vous en méfier.